Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Dunk Hebdo, nouvel épisode de la série Pourquoi ils ne gagneront pas en playoff NBA cette saison. Je suis avec Tom. Tom, comment vas-tu? On va parler de ton équipe favorite, les Memphis Grizzlies. Écoute, ça va très bien, content de te retrouver, Greg, pour qu'on passe justement un petit moment à parler de ces Memphis Grizzlies dont on a peu parlé globalement cette C'est saison. vrai, c'est Peu vrai. parlé, qui sont pas forcément intervenus dans les différents 4 quarts et qu'on n'a pas traité globalement dans la saison puisqu'il y avait d'autres dossiers plus intéressants. Donc là, on va profiter pour parler un petit peu d'eux et puis se demander pourquoi ils ne gagneront pas le titre. Ouais, alors on a quelques indices dans l'actualité récente de Memphis, on va y revenir. On va y revenir. Et puis dans la discussion, pour pas mentir à nos spectateurs et spectatrices, c'est vrai que dans la discussion WhatsApp qu'on a tous ensemble d'un Kebdo, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, disons, un horizon très lumineux pour les Grizzlies dans l'itération de cette équipe cette saison. Mais on va revenir là-dessus. Donc pourquoi les Memphis Grizzlies ne gagneront pas le titre NBA cette saison? On attaque par un résumé de la saison. Tom, il y a différents points parce que ça a été une saison finalement que j'ai trouvé assez intéressante. Je dirais, en tant que non-fan, j'ai trouvé la saison assez intéressante. En revanche, je pense que si j'avais été fan, j'aurais été frustré à différentes échelles, à différents niveaux. Et je pense que là-dessus, ton ressenti pourra parler à ceux qui nous écoutent. Mais on pourrait dire qu'il y a plusieurs aspects de la saison de Memphis qu'on va pouvoir évoquer sur ce résumé. D'abord, il y a l'expérience en demi-tête autour de Ja Morant. Il y a la question Jaren Jackson Jr. qui confirme sa progression et qui est un candidat DPOY, encore une fois. Il y a le supporting cast qui est mis en place depuis quelques saisons et qui finalement prouve sa valeur, avec même des joueurs sortis presque de nulle part. Et puis des résultats tout de même en demi-teinte, malgré un seeding à l'ouest qui a été relativement haut une partie de la saison. Tom, comment tu résumerais cette saison de manière générale? Moi, en gros, c'est une saison que je résumerai en 4 grosses parties, un peu comme tu l'as fait tout à l'heure. Alors pour moi, il y a la partie de la redécouverte, la partie de l'illusion, la partie de la désillusion et ensuite la partie du désespoir. Vous voyez que c'est un peu comme ça que je résumerai ça. On va détailler un petit peu plus ces différentes parties. Déjà, faut savoir que voilà, c'est une équipe qui était attendue par rapport à la saison qui avait été ratée d'avant avec justement tous les problématiques de blessures. Mais c'est quand même une équipe qui était à Vegas annoncée 9e à l'Ouest avec un over-under à 45 victoires, 45,5 victoires avec la plupart des gens qui avaient pris le under justement au niveau de Vegas. Et on se rend compte que on est à peu près dans ces eaux-là. L'équipe est à peu près à ce niveau-là, a presque battu Le l'over-under. pronostic de Vegas, ouais. C'est ça. Donc sur la première partie, on a vraiment la partie de redécouverte, donc vraiment un nouveau système de jeu, nouvelle attaque, redécouvrir les meilleurs joueurs de l'équipe, hein, redécouvrir Ja Morant notamment avec plutôt son playmaking que son scoring, puisque l'attaque avait pas mal évolué avec justement les nouveaux assistants coach qui étaient arrivés pour épauler Taylor Jenkins, avec une attaque voilà qui était, il y a eu pas mal de publicité là-dessus, notamment de la part de Draymond Green, aussi des vidéos de Ben Taylor qui décortiquaient bien cette notion de jeu sans écran, de pace and space, avec justement beaucoup de mouvements de balles, beaucoup d'attaques de panier lancés où les joueurs recevaient le ballon lancé, Le énormément ballon de lancé, drive. ouais. Voilà, énormément de drive. On a justement aussi une nouvelle philosophie avec énormément de joueurs qui jouent, hein, beaucoup de rotations à 11 au niveau des matchs, avec parfois des rotations. T'as l'impression d'avoir une équipe de hand, quoi. T'as un joueur qui sort, deux joueurs qui sortent, beaucoup de choses qui sont testées. Et dans cette partie redécouverte, en plus des meilleurs joueurs, comme tu l'as dit, il y a eu l'éclosion de joueurs, on va dire, qui peu expérimentés, ou du moins qui n'étaient pas connus à l'échelle de la ligue. On a du Scottie Pippen Jr., on a du JF, on a le rookie Jalen Wells, on a aussi Zakidi qui s'est montré, Jake Laravia aussi. Enfin, voilà, des joueurs qui n'étaient pas forcément connus du grand public, qui ont aussi pu sortir la tête de l'eau. Donc là, c'est vraiment sur la partie redécouverte. Ensuite, on a la partie de l'illusion. La partie de l'illusion, c'est vraiment au niveau de, par exemple, à partir du moment où il y a eu la victoire face aux Celtics, où voilà, il y avait pas mal de questions sur c'était quoi le niveau de cette équipe-là. Il y a eu la victoire face aux Celtics qui a un peu fait basculer les discussions qui concernaient les Grizzlies dans le fameux statut de est-ce que ce sont de vrais contenders, puisque il y avait les résultats, il y avait le bilan, mais il n'y avait pas de victoire probante qui pouvait potentiellement faire croire que l'équipe pourrait justement aspirer à ce statut. Donc cette partie d'illusion qui n'a pas duré longtemps, puisque au final on s'est rendu compte qu'il y a eu toute la partie désillusion qui est arrivée avec justement au niveau de la désillusion quand il y a eu le retour des blessés, puisque
dans la partie de l'illusion, on avait l'équipe qui fonctionnait avec quand même pas mal de joueurs blessés. Et on se disait, quand les blessés vont revenir, l'équipe sera encore meilleure. Et quand on parle de joueurs blessés, on parlait des retours potentiellement des Marcus Smart, de J.J. Jackson et aussi de Vince Williams, qui étaient censés avoir des rôles prépondérants dans cette équipe. Oui, parce qu'ils avaient fait leur preuve la saison précédente. C'était des joueurs qui étaient rentrés dans la rotation de Taylor Jenkins et qui avaient prouvé leur valeur la saison précédente. Et effectivement, on attendait leur retour avec impatience. Si je me trompe pas, dans la timeline de la saison, on arrive fin décembre, début janvier là. C'est ça. On est fin décembre, début janvier, et on a un bon mois de janvier. Et avec la partie des illusions, puisque les joueurs reviennent et ont un niveau assez chaotique, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont performé dans un écosystème où rien n'était attendu. Mais par exemple, Vince Williams qui a des problématiques notamment avec son tir, J.J. Jackson qui a de gros problématiques défensives, et Marcus Smart qui a des problématiques. Non seulement il joue pas énormément, mais quand il joue, c'est pas fameux. Défensivement, il est un peu moins bon. On se souvient des boulettes notamment face aux Mavs. Qui fait des cadeaux. Il a paru perdu un peu, une certaine partie de la saison. Ouais. C'est ça. Ce qui a donné justement les attentes liées justement pour faire évoluer l'équipe à la trade deadline. Sauf que pour continuer cette partie des illusions, à la trade deadline, on est passé d'une équipe qui était censée se renforcer en allant chercher par exemple un joueur comme Dorian Finney-Smith à quelqu'un qui utilise un pick de draft et le contrat de Marcus Smart pour justement économiser de l'argent pour l'an prochain. C'est-à-dire qu'à la deadline, l'équipe décide littéralement de jeter la saison à la poubelle, c'est-à-dire de ne pas maximiser ses chances pour cette saison-là, pour maximiser sa possibilité d'avoir une bonne équipe l'an prochain. Est-ce que tu penses que le refus de Jimmy Butler d'aller à Memphis a provoqué la réaction du front office de se dire ok, on va sauver de la thune parce que de toute manière personne ne nous rejoindra à ce moment de la saison? J'espère pour eux. J'espère que c'est pour eux. Après, comme je te dis, comme j'en avais parlé à la deadline, je trouve que c'est incohérent, par exemple, de passer de on veut Dorian Finney-Smith, il vient pas, on veut Jimmy Butler, il vient pas. Donc, il y a un trop grand gap entre les petits ajustements. Par exemple, tu vois, c'est une équipe qui potentiellement aurait pu récupérer Andrew Wiggins, mais c'est vrai que l'équipe, concrètement, a favorisé le fait d'avoir du cap space l'an prochain pour pouvoir re-signer Jaren Jackson Jr. qui fait une grosse saison, une saison exceptionnelle. Oui. On arrive justement sur la dernière partie de la saison qui est la partie de la désillusion et du désespoir. Dans la partie de la désillusion au niveau de la trade deadline, on a le désespoir avec justement aucune victoire face à des équipes du top 10, en tout cas du top 10 au net rating, qui sont bien placés au niveau des playoffs, en dehors potentiellement des Bucks qui à l'époque avaient un bilan positif. Et qui a mené tout simplement au licenciement de Taylor Jenkins, puisque le pire que de ne pas gagner, c'était la façon dont tu perdais qui était problématique. Beaucoup de défaites à plus de 10 points. Oui. Ce qui est quand même assez terrible. Des défaites où jamais Memphis n'aura montré un visage, disons, accrocheur dans les matchs. Et puis effectivement, ce licenciement de Taylor Jenkins, alors que je crois le bilan était de 43 ou 44 victoires. Oui. Donc plutôt un bilan positif. C'est la première fois qu'une équipe en bilan positif licencie son coach depuis Larry Brown en 93 du côté des Nets. Donc c'est quand même un truc historique. Et puis Taylor Jenkins, on avait l'impression à la fois qu'on était peut-être sur une fin de cycle, mais aussi que ça restait un bon coach qui aurait quand même pu finir la saison, essayer d'engager son équipe au play-in, d'aller chercher un peu de quelques matchs au play-off. Finalement, c'est son assistant principal qui a été nommé, l'ancien coach du Paris Basket dont j'ai oublié le nom. Thomas Isalo. Voilà, exactement. Qui est finnois, je crois, qui est de Finlande. Et donc, c'est lui qui est, entre autres, en tout cas, c'est ce qui se dit, qui serait le responsable de cette motion offense revisitée, updatée à la sauce Memphis. Dis-moi tout. Alors, par rapport à ce qui est sorti, il y a justement Patrick Saint-Andrews et Noah LaRoche qui étaient justement Taylor Jenkins par la porte. Par la porte, effectivement, qui étaient justement les instigateurs de cette attaque modernisée, là où Thomas Isalo avait plus une approche orientée sur le pick and roll. Pick and roll, absolument. Voilà. Désolé, j'ai fait le croisement. Comme quoi, ça vous prouve que Dunk Hebdo, on a beau bosser les dossiers, on n'est pas parfait. Carrément. Donc effectivement, nouveau coach avec des nouveaux principes qui vraisemblablement vont mieux à Ja Morant, mais tu l'as dit sur ta toute première partie d'analyse de saison.
On a un Ja Morant renouvelé cette saison dans les attributions et dans les responsabilités offensives, et notamment sur la question du playmaking et du scoring. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Ja Morant était plutôt un meneur scoreur sur la partie de sa carrière à Memphis, la première partie de sa carrière à Memphis. Là, cette saison, on insiste davantage sur le côté playmaker. Est-ce que tu penses que c'est pour faire encore augmenter le niveau de jeu de ses comparses qui l'entourent dans le 5, et notamment de Jaren Jackson et de Desmond Bane? Je pense que oui. Je pense que globalement, l'équipe aujourd'hui a plus besoin du playmaking de Ja Morant que de son scoring, puisque globalement, l'augmentation du scoring de Ja Morant ne coïncide pas forcément à une augmentation de l'efficacité offensive de toute l'équipe. Puisque voilà, Ja Morant, c'est un joueur qui va jouer, qui a un style de jeu où il est amené à être peu efficace, ou du moins à être à l'efficacité au niveau de la moyenne par rapport au type de tir qu'il prend. C'est quelqu'un qui va prendre énormément de tirs dans la zone du short mi-distance, qui va continuer à aller au cercle, même s'il y va un petit peu moins souvent qu'avant, qui finit aussi un peu moins bien qu'avant, puisque on voit que c'est quelqu'un qui a aussi travaillé cette saison la séparation en reculant. Notamment, tu vois, par exemple, qu'on voit le buzzer beater qu'il a mis justement comme contre Miami. On voit que c'est quelqu'un qui, avant, finissait beaucoup souvent les actions au niveau des photographes, et qui essaie de finir maintenant un petit peu plus debout dans la raquette. Donc, donc voilà, ça a des conséquences aussi sur son jeu. Ça a des conséquences sur son jeu. Moins de dunk, un peu moins comment ça s'appelle, en dehors du jeu de transition, un peu moins de tirs au panier. Mais voilà, c'est remplacé par des tirs un peu plus dans la zone du short mid. Et en fait, je trouve qu'il a garlandisé ses accès à la raquette. Je trouve on voit que Darius Garland, on en parlera dans la preview Cavs un petit peu plus tard, mais on voit Darius Garland finir un tout petit peu loin du cercle, dans la zone de short mi-distance, alors qu'en réalité on est sur des drives. J'ai l'impression que Ja Morant prend aussi cette habitude d'aller moins forcément au contact, mais de davantage assurer le tir, assurer la qualité du tir, sachant qu'en plus, Memphis est plutôt une bonne équipe au rebond. Donc, si jamais le tir ne rentre pas, on maximise aussi les chances de rebond. Alors que s'il y a trop de monde dans le trafic, ça empêche les gars de box-out tout autour. C'est ça. Bah après, c'est un joueur qui reste quand même c'est un joueur qui est dans le top 20 dans les points scorés dans la raquette. Il y a que 2 autres extérieurs avec lui dans ce classement-là. Ça va être Kate Cunningham et Shai Gilgeous-Alexander, qui sont considérés comme des extérieurs et qui sont dans le top 20 au niveau des points mis dans la raquette. Après, ce qui est avec Ja Morant, tu vois, dans sa capacité notamment à créer de la séparation, c'est le seul joueur de l'effectif qui arrive à draw to, c'est-à-dire à ramener. C'est-à-dire, le truc avec Ja Morant, c'est qu'il arrive, en tout cas un petit peu plus quand il y a du jeu avec écran. C'est-à-dire qu'il était plus en difficulté contre les bonnes équipes qui ont de très bons joueurs sur le point d'attaque, puisque quand il n'y a pas d'écran et que tu te fais chasser par les Amen Thompson, tu te fais chasser par des Jaden McDaniels, qui sont longs, qui sont athlétiques, ben, tu as moins cette capacité justement à mettre ton défenseur hors de position et faire que l'aide arrive. Et c'est aussi pour ça que Memphis est une très bonne équipe, notamment sur tout ce qui est rebond offensif. C'est que Ja Morant arrive notamment avec le jeu d'écran. On le voit depuis le début du mois de mars. C'est avec le retour un peu des écrans, des pick and roll. Même si lui ne finit pas, il arrive à déclencher le tir et à éliminer son adversaire de sorte que l'aide arrive sur lui, qui fait que le joueur qui est au rebond offensif, ben, son adversaire n'est plus sur lui et peut justement, Zaki dit, qui profite d'ailleurs pas mal de ça, qui profite justement pour avoir se régaler au rebond offensif. Du coup, on a effectivement le retour d'un Ja créateur de séparation et de décalage, ce qui est évidemment précieux quand autour, tu n'as pas non plus un armada offensif, parce que Jaren Jackson reste d'abord et avant tout un défenseur, quand bien même il est largement progressé en attaque. Et on a Desmond Bane, dont on parlera un petit peu plus tard, parce que peut-être que c'est mon joueur clé des playoffs. On va passer aux 3 raisons pour lesquelles ils ne gagneront pas le titre, selon nous, Tom. On va d'abord aborder le manque de polyvalence défensive. Tu as donné tes 3 raisons. Je te lance sur la première, le manque de polyvalence défensive. On a parlé notamment du fait que Marcus Smart ne répondait pas aux exigences de l'équipe quand il est revenu de blessure. Il est désormais du côté des Wizards. Comment Memphis procède en défense? Ben c'est ça, pour moi, c'est la grosse problématique. C'est-à-dire que Memphis, c'est une équipe qui a énormément de profils de joueurs, mais les profils de joueurs qui sont dans cet effectif, en tout cas, la polyvalence de l'effectif est liée à la différence des profils qu'il y a. Et en fait, tu as peu de joueurs qui sont polyvalents, notamment défensivement et à l'intérieur. Donc, par exemple, sur le point d'attaque, tu vas avoir une problématique face aux porteurs de balles puissants.
tu vois, tout ce qui est Luka Doncic, parce qu'aujourd'hui, le défenseur du point d'attaque, ça va être Jalen Wells. De temps en temps, tu vas avoir du Vince Williams quand il est pas blessé. Ensuite, tu vas avoir un peu de Scottie Pippen, mais qui est plus petit. Et ensuite, tu peux avoir entre guillemets, j'oublie son nom. En plus, il était au Cavs qui est arrivé dans... Tiens, j'oublie son prénom. Lamar Stevens. Lamar Stevens, okay. Lamar Stevens, voilà, qui est un joueur un peu plus trapu on l'a vu sortir du banc récemment justement pour gêner un peu des ailiers, tu vois, gêner un peu les Jason Tatum, les joueurs comme ça. Voilà, donc qui a les Luka Doncic et tout ça. Donc on voit que voilà, ça va être ces joueurs-là qui sont sur le point d'attaque. Sauf que ces joueurs-là sont des joueurs à compromis. Et ensuite, quand tu regardes au niveau de la polyvalence défensive, si tu enlèves le côté Jaren Jackson Jr., puisque Brandon Clark qui est revenu de blessure cette saison, s'est reblessé justement à la fin de saison, et c'est pour moi le 4e meilleur joueur des Grizzlies, d'assez loin. Ben, en fait, quand tu regardes le reste des joueurs qui peuvent jouer au niveau de ce rôle d'intérieur, on a Zakidi qui est un peu un pivot qui est assez lent, enfin qui a une certaine mobilité, mais par rapport à ce qui va lui être demandé, oui. On sera peut-être sur du jeune Zubac, quoi, vraiment du jeune Zubac qui se faisait cuisiner par Luka Doncic, et c'est quelqu'un qui va être très intéressant pour de la défense autour du cercle, mais à partir du moment où il doit aller un petit peu plus en dehors de la raquette, ben, va avoir un petit peu plus de problèmes. On a aussi JF qui est un peu le pivot trendy, qui va être très bon aussi pour tout ce qui est défense loin du ballon et notamment contestation de tir au cercle, hein, quand il joue le rôle de roamer, mais qui lui va se faire plus cibler en étant impliqué, notamment sur des switches sur le pick and roll où il peut pas contenir les adversaires. Voilà, c'est-à-dire même si il vient à hauteur de l'écran pour faire le edge, mais il se fait quand même contourner. Donc voilà, on a des profils défensifs. Voilà, quand il faut rester en face du joueur et du ballon, bah, c'est un petit peu plus compliqué pour les intérieurs qui sont dans l'effectif. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on est dans une conférence qui justement a beaucoup de ces créateurs primaires, scoreurs puissants en face, et particulièrement dans les eaux dans lesquelles navigue Memphis en ce moment. Ouais. Et je pense notamment à Anthony Edwards, Luka Doncic avec les Lakers, etc., etc. Ça rend les choses très compliquées pour l'avenir de Memphis, mais on en parlera un petit peu plus tard. On va se lancer sur la deuxième raison pour laquelle les Grizzlies ne gagneront pas le titre cette saison. C'est l'inexpérience du coach et du supporting cast. Tu as mentionné quelques noms du supporting cast, notamment JF, etc., etc. Vince Williams quand il est disponible, Lamar Stevens qui retrouve des minutes, etc. On a aussi un coach dont c'est les tout premiers matchs, alors qu'on est en fin de saison, avec une équipe qui, certes, a montré à la deadline qu'elle n'avait plus d'ambition pour cette saison, mais qui reste quand même une équipe drivée par des joueurs qui, eux, ont de l'ambition, des ambitions contractuelles pour Jaren Jackson Jr. et des ambitions de tout simplement la fin FIM d'un joueur qui n'a joué que 60 matchs en 4 ans en la personne de Ja Morant et qui, à mon avis, a envie de performer et de prouver des choses à la NBA, parce que n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a son ego et ses ambitions. Est-ce que tu penses que ce supporting cast, c'est la faiblesse principale de cette équipe, dans le sens où, quand bien même il a été rationalisé ces derniers temps et que Memphis ait réussi à faire un recrutement à partir de two-way contract, est-ce que tu penses que c'est suffisant ou est-ce que c'est un modèle qui d'ores et déjà montre ses limites? Pour moi, c'est un modèle qui montre ses limites. Je pense que le supporting cast de Memphis actuellement est beaucoup fantasmé, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de belles histoires. Il y a beaucoup de belles histoires de joueurs qui sortent de loin, tu vois, c'est un peu, des joueurs un peu hipsters, qui sont un peu des joueurs découvertes. Mais avant tout, ce sont des joueurs qui n'ont pas été choisis par les autres, en fait. C'est des joueurs que tu as été récupérés, et en fait, il y a aucun, voilà, ce sont des joueurs qui ont quand même certains défauts. Et quand tu regardes l'historique, des équipes qui vont en playoff, tu vois, notamment par rapport à, tu vois, on a parlé de ce côté défensif. On a parlé de ce côté défensif tout à l'heure, qui est justement une des faits que Memphis continue à glisser, puisque il y a beaucoup de choses qui sont sorties au niveau de l'attaque suite au licenciement de Taylor Jenkins, mais en vrai, la vraie grosse raison qui fait que Memphis est à ce point décroché au classement, c'est justement que la défense est dans le bottom 10, alors qu'avant, au début janvier, elle était dans le top 5, quoi, dans le top 6-7. Qui a décroché. Et justement, Thomas Silalo, le coach, il parlait justement de la notion de confiance. Que, en gros, les joueurs ne se font tellement pas confiance qu'ils viennent suraider. Ils viennent suraider, mettre 2 sur le ballon inutilement, ce qui met la défense en rotation et ce qui fait que ensuite, Memphis va se concéder soit des tirs au cercle ou soit des tirs à 3 points, et Memphis qui se fait littéralement punir à 3 points. Ils sont à peu près
dans le bottom 5 des équipes, le flop 5 pour reprendre l'expression de Constant, le mini-go qu'on salue, le flop 5 des équipes qui concèdent la meilleure adresse à 3 points depuis le mois de janvier. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. En tout cas, la notion du supporting cast, quand tu regardes l'expérience des joueurs en playoff, il n'y a que 4 joueurs dans cet effectif-là qui ont joué plus de 120 minutes de playoff. Il y a que 4 joueurs qui sont valides, qui ont joué plus de 120 minutes de playoff. On a Ja Morant, Jaren Jackson, Desmond Bane et Luke Kennard. Sinon, personne n'a joué plus de 120 minutes en playoff. Et pire, je te dirais, celui qui a joué le plus de minutes de playoff parmi tous ces joueurs-là, c'est Desmond Bane. Et Desmond Bane, il a joué environ 700 minutes. L'an dernier, Luka Doncic, il a joué 900 minutes en playoff. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais quand j'ai lu les questions que tu m'as envoyées, en tout cas les 3 raisons, et que tu signifiais effectivement que tu avais des doutes sur la question du supporting cast, moi je suis le premier à avoir mordu à ces belles histoires du côté de Memphis, parce que c'est des histoires qui me faisaient rêver par rapport au supporting cast des Suns, sans vouloir ramener une énième fois les choses aux Suns. Mais du coup, c'est la réalité pour le coup, et à mon avis, c'est un des murs sur lesquels Memphis va buter sur cette fin de saison. C'est que effectivement, ce supporting cast, il est extrêmement romantique, mais le rendement face à des défenses de play-off et face à un play-in qui se pointe devant eux, ça risque d'être quand même très compliqué, parce que tu l'as dit, ce sont des joueurs qui proposent des compromis qui sont beaucoup trop gros. Et en plus, dans la structuration de l'équipe, le problème de confiance que tu signifiais tout à l'heure, en fait, il se ressent, moi je trouve, dans une statistique qui est assez intéressante. C'est, attends, laisse-moi juste la retrouver. C'est les minutes que tu passes sur une possession. On sait que, tu l'as dit en début de podcast, Memphis est une équipe qui joue vite, qui insiste sur la pace. C'est encore le cas aujourd'hui avec cette nouvelle organisation et ce nouveau coach. C'est la 3e pace de la ligue. Il passe 13,4 secondes en attaque. Par contre, c'est 14,3 secondes en défense. Donc, c'est-à-dire que la défense se désorganise très vite. Et parce que c'est le 8e temps le plus bas dépensé par les attaques face à Memphis. Et du coup, la défense se désorganise très vite. Et quand tu regardes les meilleures défenses de la ligue, ce sont plutôt des défenses qui ont tendance à laisser s'égrener l'attaque d'en face aux secondes. Et c'est une donnée qui est clé. Et quand tu m'as dit qu'effectivement ce supporting cast ne ferait pas l'affaire, je me suis dit en réalité, la désorganisation de la défense et le supporting cast, c'est ça qui explique les difficultés défensives de Memphis de manière générale. Ouais, et puis t'as ça, et puis le côté perte de balle, puisque les pertes de balles générées par effectivement la nouvelle attaque, au début on s'est dit, ben voilà, c'est le nouveau système, ben c'est normal qu'il y ait autant de pertes de balles, mais le niveau de perte de balles n'a pas baissé. Memphis est l'équipe qui encaisse le plus de points sur ballon perdu. Et ça, c'est terrible. Voilà. Ça, c'est cadeau en playoff. C'est ça, exactement. Quoi, ils sont 28e, juste derrière, il y a comment ça s'appelle? Il y a les Wizards et le Jazz. Donc en gros, voilà, exactement. Quand tu es en compagnie de ces équipes, voilà, quand tu es en compagnie de ces équipes. J'adore les deux, mais j'ai des goûts particuliers. Exactement. Donc voilà, c'est pas représentatif d'une équipe qui joue quoi que ce soit. Et puis autre chose qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, Memphis est une équipe en développement. Quand tu regardes l'effectif, Memphis est un effectif d'équipe en développement. On reste sous la taxe. On reste sous la taxe. On s'organise pour continuer à drafter des joueurs qui restent sous contrat rookie. On trouve des gars à qui on fait signer des Inky Special avec 4 ans, avec temps garanti, non garanti. Donc en gros, tu as ton noyau dur de joueurs avec 3 joueurs, 4 si on met si on rajoute justement Brandon Clark. Et en dehors de ça, en dehors de peut-être de John Conchar et comment il s'appelle, de Luke Kennard qui est aussi là, ben t'as que des joueurs qui sont sur leur premier contrat NBA. C'est la configuration d'une équipe en développement. Là où pour les autres équipes, tu as des joueurs qui ont signé avec la mid-level, qui sont sur leur 3e contrat, 4e contrat dans les autres équipes de playoff. À Memphis, t'as pas ça. T'as personne qui a plus de 30 ans. On va d'ailleurs en parler. Ouais. On va parler des leaders et disons des joueurs qui ont le plus de contrats. On va particulièrement parler du leader, Ja Morant. Toi, tu penses que c'est un joueur, et c'est la 3e raison que tu donnes pour expliquer pourquoi Memphis ne gagnera pas le titre cette saison, mais ta vision de Ja Morant est, je trouve, relativement, pour le coup, implacable.
c'est que c'est un joueur qui manque d'implacabilité. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est lié à son niveau plafond ou est-ce que tu penses que c'est lié juste à ses indisponibilités? Ou les deux? Je pense que c'est vraiment le côté niveau plafond. C'est voilà, encore une fois, hein, Ja Morant, ça va être difficile avec son style de jeu à mesure que son volume va augmenter de pouvoir avoir une attaque efficace. Donc tu vas devoir contrebalancer avec la défense et avoir une bonne défense. Malheureusement, avec ce qu'on a décrit, avant, le fait que la défense soit à ce point friable, ben pour moi, Ja Morant n'est pas assez efficace offensivement, même si c'est quelqu'un qui va générer et qui va pas refuser, c'est quelqu'un qui va pas se cacher. Mais je pense que en fait, offensivement, il n'est pas assez efficace pour faire en sorte que l'attaque soit aussi bonne que la défense soit mauvaise, en gros. Donc je pense que voilà, ça va être ça la problématique. Et l'autre problématique qu'il y a avec Ja Morant, c'est que la seule série de playoffs qu'il a fini sur ses deux jambes, c'est celle de sa première saison avec contre le Utah Jazz. C'est la première fois où Memphis justement bat Golden State au play-in et va affronter le Jazz. C'est la seule saison où Ja Morant finit une série de playoffs sur ses deux jambes. La série face à Golden State, il la finit pas. La série face aux Lakers, il la finit pas non plus. Donc, tu te- j'ai une petite question pour toi très simple. C'est quoi pour toi le maximum de matchs que devrait jouer Ja Morant sur ces playoffs-là? Pour moi, en playoff, il doit pouvoir jouer tous les matchs, mais il y a trop d'instances où il n'a pas pu jouer tous les matchs. Ouais, Il y a ok. toujours une petite blessure, quelque chose par-ci par-là, qui fait que voilà, on peut pas compter, malheureusement, en tout cas, c'est le joueur qui représente le plafond de l'équipe, puisqu'on voit que si par exemple on considère que Jaren Jackson Jr. a été le joueur le plus régulier, a été le plancher de l'équipe, et Desmond Bane aussi a contribué à ce plancher de l'équipe, une équipe menée par Desmond Bane et Jaren Jackson Jr., ça fait peur à personne. Ça bat les équipes moyennes et mauvaises. On voit que Memphis a un excellent net rating face au bottom 10 de la ligue. Mais par contre, Memphis a l'un des pires net ratings face au top 10 de la ligue. Donc on voit que ce sont des joueurs qui sont excellents justement pour amener de la stabilité, mais la notion de folie, c'est de Ja Morant que ça part en fait. Et Ja Morant, en gros, il y a un gros écart type entre entre son niveau plancher et son niveau plafond. Là où pour les autres, il y a peu d'écart de niveau. Le niveau est toujours très haut, le niveau plancher est toujours très haut, mais c'est pas eux qui font que Memphis est une équipe dangereuse. On va justement revenir sur ce trio parce que c'est pour toi le motif d'espoir. Oui. Malgré tout ce que tu viens de dire, ton motif d'espoir pour Memphis, c'est ce trio Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. Moi, c'est un trio que j'aime beaucoup. D'abord parce que je trouve que Desmond Bane est un joueur qui est super intéressant malgré ses limitations et notamment sa taille. Malgré ses limitations, particulièrement en défense, encore que ce soit pas quelqu'un qui rechigne et qui, je trouve, encaisse plutôt bien la physicalité des attaquants qu'il a en face de lui. Jaren Jackson Jr. fait partie, à mon avis, des joueurs les plus intéressants de la ligue des deux côtés du terrain parce que il a un très gros problème qui est les fautes. Mais quand il est disponible et quand il est sur le terrain et qu'il n'est pas sous la menace d'une sixième faute, c'est un joueur qui est menaçant et dangereux des deux côtés du terrain. Il est capable en plus en attaque d'avoir une variance et dans les zones de tir et dans les types de tir qui est hyper intéressante. Et puis on a Ja Morant, tu l'as dit, qui est toujours un feu follet, qui sait modifier ses zones de shoot et qui sait faire évoluer son jeu de saison en saison et qui en plus aujourd'hui a appris à être davantage un playmaker sur le début de la saison qu'un finisseur sur ces types de jeux habituels. Est-ce que tu penses que ce trio-là est le trio du futur pour Memphis? Parce que clairement, si cette équipe veut aller loin en playoff, ça veut dire que ce trio-là est un trio qui doit fonctionner, dans lequel il y a une osmose et que c'est une osmose qui produit de la victoire. Ben, c'est un trio qui fonctionne. Hein. Enfin, concrètement, c'est un trio qui fonctionne. Alors oui, c'est un trio, par exemple, qui, il y a au final, quand tu regardes bien, cette saison, il y a que Jaren Jackson qui a été All-Star dans ce trio-là. L'année dernière, il y avait personne. L'année d'avant, il y a eu Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Mais voilà, c'est un trio qui fonctionne et Desmond Bane qui joue potentiellement un niveau All-Star. Quoi. Alors ça, c'est pas un niveau à l'NBA, mais qui joue un niveau All-Star. Et ça reste des joueurs qui ont entre 25 et 26 ans, globalement. Donc, qui sont censés
être dans leur prime ou du moins y entrer d'ici une deux saisons. Et pour moi, c'est un trio qui est assez complet, même s'ils ont tous une certaine une grosse faiblesse. Si on prend Ja Morant, on va avoir le faiblesse de l'efficacité, la faiblesse de l'efficacité et du tir, même si ça reste un créateur de chaos, un générateur de transition et de points dans la raquette exceptionnel. On le dit souvent, on le dit souvent à NBA. Remis King, la chose la plus dure à faire, c'est pouvoir aller au panier tout seul, comme un grand, en pouvoir avoir cette gravité de pouvoir aller au panier seul et profiter de premier décalage. Et en fait, Ja Morant, c'est lui que les équipes vont le défendre lui. C'est-à-dire qu'un joueur va défendre Jaren Jackson Jr. C'est pas quelqu'un qui va forcément être doublé. On va lui dire, ben, mets tes points, vas-y. On sait que toi, quand tu scores toujours quand il y a un joueur entre le panier et toi. Desmond Bane aussi, tu peux faire toute la création, essayer de faire toute la création de décalage. Il y a une limite sur l'efficacité que tu peux avoir, tout simplement parce que quand tu vas scorer, il y aura toujours un joueur entre le panier et toi. Là où Ja Morant, même si tu arrives à éliminer un joueur et le joueur qui est en face de toi, c'est pas un joueur qui te garde de base. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un de libre et ça crée en fait du mouvement autour. Donc lui, sa grosse problématique, ça va être justement le tir de loin quand il a pas la balle et la notion de défense, hein, puisque on a vu qu'avec cette fameuse circle offense qu'il y avait, des playmakers se retrouvent en scoreur. Quand Ja Morant drive, il kick out pour comment ça s'appelle, pour soit Desmond Bane ou soit pour un autre joueur pour qu'il prenne un tir, et que ce joueur-là drive, c'est Ja Morant qui drive plus, donc c'est un drive moins efficace, et c'est potentiellement Ja Morant qui se retrouve à la réception du tir, alors que c'est pas un bon tireur. Donc tout ça aussi, c'est des choses qui ont été utilisées contre Memphis durant la saison. Si on revient sur le cas d'Esmond Bane, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé au niveau du playmaker, mais qui subit un peu on va dire entre guillemets, le plafond de verre du joueur, de l'excellent shooter, qui devient beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est un joueur qui était très important pour faire le spacing à Memphis et qui se retrouve balle en main avec des joueurs autour de lui qui sont de bien moins bons shooters. Donc du coup, même si lui, entre guillemets, il progresse sur les aspects du jeu et qu'il devient un jeu plus complet, en tout cas pour Memphis, le fait que lui doive moins prendre des tirs de loin, doivent être moins surveillés loin du ballon, ça peut poser aussi quelques problématiques par rapport à l'attaque de Memphis. Et si on prend le cas de Jaren Jackson Jr., voilà, encore une fois, c'est un joueur qui est en train de passer de talent indépendant qui est en train de passer de talent dépendant à talent indépendant, avec notamment une progression sur tout ce qui est jeu de 1 contre 1 et de drive. Hein. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup plus de post-up, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup plus d'isolation et qui va pouvoir justement être létal justement sur ce jeu à mi-distance et se rapprocher du panier pour envoyer des hooks et des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus létal à ça. Mais entre guillemets, le temps qu'il va faire à ça, c'est moins de finition. Donc c'est quelqu'un dont l'efficacité va baisser parce qu'il va faire des choses plus dures pour scorer. Et de l'autre côté, tu as les problématiques que tu as décrites avec le fait qu'il fasse un peu des fautes, qu'il soit maladroit, même si ça reste un défenseur vraiment exceptionnel, qu'il soit maladroit et qu'il soit aussi parfois problématique au niveau du rebond. Oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait Zakidi à côté de lui. Et on espère pour Memphis que Zakidi reste en santé, parce qu'il est très précieux pour Memphis à côté de Jaren Jackson, notamment sur la question du rebond. Mais Jaren Jackson est un rebondeur capable si les autres font des box-out pour lui. Et notamment, c'est une des qualités d'ailleurs de Ja Morant de bien boxer quand il peut. Il n'oublie pas. Non, il n'oublie pas. Il n'y a pas de problème. Et pour quelqu'un qui a autant de responsabilités offensives, c'est toujours un aspect de son jeu que j'ai trouvé sous-coté et intéressant. Mais je voudrais revenir sur Desmond Bane parce que on va faire la liaison avec la partie suivante du podcast qui est les joueurs clés qu'on a sélectionnés pour ces playoffs côté Memphis. Moi, personnellement, c'est mon joueur clé sur cette campagne de playoffs, simplement parce qu'à l'époque, il y a eu une séquence pour Memphis où Jaren Jackson et Ja Morant ont été absents tous les deux et où Desmond Bane endossait beaucoup de responsabilités. Et j'ai l'impression que Desmond Bane, c'est peut-être la saison où, dans un cadre play-in ou premier tour de play-off où vraiment il faut s'arracher pour avoir des victoires, c'est peut-être un joueur qui a appris des 2 dernières saisons à prendre ses responsabilités au-dessus des autres et à être le leader par séquence de son équipe. Et quand je dis par séquence, c'est sur 1 ou 2 ou 3 matchs d'affilée. Si par exemple Ja Morant est en dedans ou trop bien défendu de manière structurelle par une match-up en face, ou Jaren Jackson a des problèmes de faute en play-off parce qu'il est particulièrement ciblé. Et j'ai confiance en Desmond Bane pour faire ça, parce que je l'ai déjà vu faire en saison régulière et que je pense qu'il a suffisamment de répétitions pour désormais avoir la mentalité qu'il faut, la confiance qu'il faut et les habitudes
dans le jeu qu'il faut. D'autant plus qu'à l'époque où il fait ces espèces de prises de leadership, il a déjà les joueurs qui sont aujourd'hui dans la rotation de Memphis. Donc moi j'ai cette confiance-là, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est un joueur que je trouve très intéressant et qui a rajouté de la création offensive pour les autres à son arsenal depuis une saison et demie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il y a peut-être une clé à Memphis à débloquer avec Desmond Bane et dans sa responsabilisation offensive notamment. Ouais, c'est un joueur dont le rôle a beaucoup évolué hein, entre sa saison rookie et aujourd'hui. C'est un joueur qui est passé encore une fois de joueur de fin de chaîne, hein, de finisseur, à gros créateur quoi. Gros créateur avec responsabilité balle en main, une part des tirs auto-générés, auto-créés à mi-distance avec du passing, du playmaking, beaucoup de voilà, il y a des systèmes qui sont joués directement pour lui. Et c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de responsabilités, notamment pour augmenter son volume offensif et augmenter sa diversité offensive. Là oui, où c'est quelqu'un, voilà. Desmond Bane, c'est 23% des passes de son équipe. C'est beaucoup. C'est au-dessus du 90e centile à son poste. Donc là, il est classifié parmi les wings cette saison, parmi les ailiers cette saison du côté de Memphis. Mais s'il était sur les postes arrière, ce serait sensiblement le même centile. Mais c'est un joueur dont le playmaking a évolué et tu l'as dit, le panaché de sa création et de ses capacités offensives c'est vraiment diversifié, quoi. Bon, on a un premier pas qui est beaucoup plus létal, même si bon, voilà, il est vif. C'est quelqu'un qui aussi s'est amélioré sur les finitions au panier en s'écartant du panier. Donc il a tout le côté finger roll, aller chercher la planche, des choses comme ça. C'est quelque chose sur lequel il a beaucoup progressé. Et c'était l'une de ses limites justement, de ses limites physiques. Par contre, c'est quelqu'un qui va rester quand même vulnérable face aux grands. Pour toi, tu vois, encore une fois, hein, les joueurs qui sont dans le 95e centile athlétique, que tu vois les jeunes Matt Daniels, voilà, les Amen Thompson, tu vois les Lou Dort, les gars comme ça, les Jalen Williams, voilà, c'est quelqu'un qui va quand même être vulnérable à ce type de joueur là, ou même les Jared Vanderbilt par exemple. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui va. On a cité que des noms des équipes qui sont censées être là, tu vois. Oui, absolument, voilà, oui, absolument, oui. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un joueur qui s'est beaucoup développé. Tu as parlé de son passing qui s'est développé. On peut insister sur la notion défensive. C'est aussi un joueur qui est capable d'endosser des responsabilités complémentaires quand c'est demandé. Par exemple, quand Ja Morant est absent, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, ou du moins qui re-signe pas à devoir prendre plus de tirs. Donc, c'est quelqu'un qui a le coffre pour faire plus et qui fait plus quand l'équipe en a besoin. Donc c'est vraiment vraiment un bon deuxième lieutenant quoi, offensivement. Ouais, c'est précisément pour ça que je trouve qu'il a peut-être un rôle clé à jouer dans la qualification au play-in et pour passer des étapes cette saison côté Memphis. Même si je pense que toutes les limitations, j'allais dire presque structurelles du joueur, ou en tout cas du talent, parce que c'est un joueur qui est sans doute qui fait partie, évidemment, ça fait presque maintenant des années que beaucoup de gens le disent. Donc, est-ce que c'est toujours vrai? Mais ça fait partie de ces joueurs un peu sous-cotés de la NBA, ou en tout cas mésappréciés, sur lequel il manque toujours un peu de lumière comparé au rendement. Mais peut-être qu'il y a ce plafond qui l'empêchera aussi d'être vraiment l'élément déterminant, parce que les match-ups de l'Ouest sont terribles. On y reviendra tout à l'heure dans la catégorie plafond-plancher. Mais les match-ups de l'Ouest sont terribles. Toi, ton joueur clé, c'est Scottie Pippen Jr., joueur personnellement que j'adore, ça fait partie de mes coups de cœur cette saison de la NBA. J'ai beaucoup suivi ce joueur. J'ai hâte de savoir ce que tu vas me dire sur lui. Parce que Pippen Junior, pourquoi pour moi c'est le joueur clé, c'est un joueur qui a une typologie de joueur playoff dans cette notion de, il y a très peu de joueurs prouvés. C'est quelqu'un qui a un skill set qui pour moi est intéressant dans le jeu de playoff. Donc c'est quelqu'un qui va être très bon sur le point d'attaque en fonction de la taille que ce joueur-là. Et même si c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés face à des joueurs qui ont de la force, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas battre, qui n'est pas perméable sur le point d'attaque. On voit que c'est aussi quelqu'un au niveau de la relance qui emmène du rythme et qui est un des rares joueurs qui est capable justement d'aller de créer du chaos sur les premières secondes de la possession en se rapprochant du cercle et en créant ce premier décalage à la course en fait. Donc c'est quelqu'un qui va être important notamment pour tout ce qui est casser les lignes. On a vu que c'est un joueur dont le rôle a évolué durant l'année. Hein. C'est quelqu'un qui est passé en gros, qui avait le rôle à peu près de Tyus Jones, c'est-à-dire meneur de jeu pur qui porte la balle à joueur un petit peu plus estampillé arrière, justement avec Desmond Bane qui prend ce fameux rôle de meneur de jeu, soit quand Ja Morant n'est pas là ou quand Ja Morant est hors du terrain. Et on a un Scottie Pippen Jr. plus en
accélérateur de particules, un peu comme un rôle à Alex Caruso, par exemple, tu vois, un rôle à Alex Caruso, accélérateur de particules, bon sur la défense et qui en attaque va profiter des cuts, va harasser entre guillemets son adversaire direct, va être aussi dans le physique. C'est l'un des rares joueurs de l'effectif qui crée de la séparation en avançant et qui justement peut aussi arriver à provoquer des fautes. Donc je pense que c'est un potentiel two-way player assez intéressant dans cette équipe et c'est pour ça que je l'ai choisi. Ah, ton micro est coupé. Ça s'entend, c'est un joueur que je trouve très complet sur les lignes arrière, hyper intéressant. Et tu l'as dit, il a une mentalité qui est particulière et qui colle bien à Memphis, je trouve. Il a cette mentalité presque grind. Alors, il n'a pas le grit, peut-être, mais il a le grind, clairement. Il a ce côté hustle, il ne ménage pas ses efforts, etc. Exact. Mais on dit souvent et on en parlait cette semaine, que les efforts ne font pas tout, en défense notamment. Mais lui, il a tendance à prouver que les efforts font quand même suffisamment, et notamment parce que malgré parfois des match-ups individuels qui sont supérieurs à lui en tout point, d'un point de vue notamment athlétique, il est quand même là. Et ça, c'est assez impressionnant, je trouve, et c'est une qualité qu'on retrouve assez peu sur les joueurs de son format en NBA, et d'autant plus chez les joueurs qui ont des qualités en attaque que lui a, et c'est-à-dire notamment ses qualités de slasher, ses qualités d'accélérateur, etc., etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça d'autant plus intéressant, pour finir sur Scottie Pippen Jr., qu'il y a une partie de ses qualités qu'il partage avec Ja Morant, ou en tout cas qu'il a, disons, par filiation avec Ja Morant, et notamment cette particularité d'accélérer le jeu d'attaque physiquement. Et du coup, ça rend plus facile l'utilisation des autres joueurs autour sur une rotation resserrée. C'est-à-dire que les joueurs qui sont habitués à l'accélération de particules de Ja Morant vont continuer à être habitués à ce que Scottie Pippen Jr. fait. Et de fait, on a une cohésion dans le jeu de Memphis qui est hyper intéressante entre l'un et l'autre des joueurs quand, évidemment, ils ne partagent pas le parquet ensemble. Donc moi aussi, je vais garder un œil sur Scottie Pippen Jr. et je pense qu'il est facilement dans mon top 5 de mes joueurs préférés cette saison, en bon hipster que je suis. On va passer au range pour cette équipe. Évidemment, elle va pas gagner le titre, hein, c'est ce qu'on pronostique toujours dans cette série de podcasts, quelle que soit l'équipe. D'ailleurs, je le rappelle, il y a un podcast sur le Thunder qui arrive et qui pronostique que le Thunder ne gagnera pas le titre. Il y a un podcast sur les Cavaliers qui arrive et qui pronostique que les Cavaliers ne gagneront pas le titre. Il y a un podcast aux fans des Warriors qui n'ont pas encore compris le concept. Il y a un podcast sur les Celtics qui dit que les Celtics ne gagneront pas le titre. Ne vous inquiétez pas, on ne vise pas particulièrement vos franchises, on les vise toutes. Exactement. Alors, quel plancher pour cette équipe? J'ai noté dans la trame de l'émission, Tom, que pour moi, ça partait en bye-bye au play-in. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu les vois un petit peu plus haut? Bah, le plancher, pour moi, c'est ça. C'est le pire scénario qui est encore possible. C'est-à-dire, déjà, ne pas être dans les 6 premiers. Bon, ils sont toujours à la lutte, même s'ils n'ont pas on va dire, le ballottage favorable. Mais Memphis a encore son destin entre ses mains. S'il y a il y a de fortes chances qu'ils arrivent à éviter le play-in. Ils pourraient potentiellement remonter à la 5e place. Mais vu le calendrier, c'est pas sûr qu'ils gagnent tout. Et visiblement, on devrait s'acheminer vers une 7e ou une 8e place qui serait synonyme de play-in. Donc peut-être, justement, potentiellement, le plancher, ça va être perdre le premier match du play-in et par exemple perdre le deuxième match du play-in potentiellement face à Dallas, puisqu'on sait que Anthony Davis n'est pas quelqu'un qui réussit beaucoup aux Grizzlies, qui a une attaque justement qui veut converger tout le jeu vers la raquette. On sait que Memphis, ça va être la deuxième équipe qui score le plus de points dans la raquette, et Anthony Davis est l'un des meilleurs protecteurs de raquette de toute la NBA. Voilà. C'est pour moi la pire match possible. Les Mavs pour le Memphis, clairement. Si Anthony Davis, c'est terrible. Vraiment, ils ont tout, parce que on parlait tout à l'heure de la notion de ces ailiers extérieurs en défense qui sont longs et qui sont puissants et rapides. Ils en ont quand même un certain nombre. Et je trouve en plus que l'arrivée de Max Christie du côté des Mavs est hyper intéressante pour eux. Attends, oui, c'est ça. Après, Memphis sera, je pense, quand même favorite. Hein. L'équipe de Memphis sera quand même favorite, mais voilà, avec le côté Anthony Davis sur un match, Max Christie, Spencer Dinwiddie, voilà, des joueurs comme ça sur un match, tu sais jamais. Même si tu es à la maison.
Moi, dans ma tête, ils sont pas favoris Memphis face à la match-up Mavericks, donc, mais c'est vraiment. Donc pour toi, ils sortent quoi? Ils sortent. Ouais, moi c'est c'est pour toi, soit ils se qualifient pour les playoffs directement, oui. soit ils font pas les playoffs du tout. Oui, je pense. Ok. Je pense que c'est une question de seeding, que le seeding dépend aussi des autres équipes, donc tu as peut-être plus une chance d'y arriver que l'autre. Je vais une énième fois prendre en exemple les Suns, mais la saison précédente, c'est comme ça que les Suns passent en playoff. C'est parce que la Nouvelle-Orléans perd son dernier match et du coup les Suns sont qualifiés directement. Mais je pense que les Suns l'an dernier sur le play-in, il y avait du souci à se faire. Et moi, je vois la même chose pour Memphis cette saison. Je pense que c'est une équipe qui peut accrocher une place en playoff et éventuellement faire un premier tour dans lequel, à mon avis, ce sera pas très joli à voir, mais ça dépend encore dans la match-up. Mais si c'est, tu vois, si c'est, je sais pas qui est second en ce moment, mais c'est Houston, je crois. Si c'est Houston, ça va être compliqué parce que les lignes extérieures sont quand même très costaudes. Et en plus, Udoka depuis. Athlétique. Ouais, c'est ça. Et puis depuis une bonne quinzaine de matchs, Ime Udoka commence à sortir des line-up à 2 bigs qui, à mon avis, vont poser des problèmes à une équipe comme Memphis, et notamment sur la question du rebond de Jaren Jackson. Donc voilà, pour moi, c'est trop. Et du coup, le plafond, ben, c'est pour moi, dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est éviter le sweep du premier tour et essayer d'aller prendre 1 ou 2 matchs à une équipe, par exemple, comme Houston, quoi. Pour moi, le plafond, je serais un petit peu plus... Si c'était la même équipe, sous Taylor Jenkins, avec un Ja Morant un peu amorphe, j'aurais dit ouais, exactement ça. Là, je pense que c'est une équipe qui a le plafond, c'est de gagner un tour. Je pense que c'est pas impossible de passer un tour de playoff, de potentiellement faire un upset. Ça va aussi dépendre sur qui tu tombes. Mais par exemple, encore une fois, on disait que le plancher de cette équipe-là, c'était Ja Morant. Et en fait, depuis le mois de mars, on a Ja Morant qui rejoue comme Ja Morant, c'est-à-dire gros volume, grosse efficacité. On voit qu'il a un peu moins depuis le All-Star Game, il est de retourner à ses standards. Là, il était sur plutôt du 22-23 points par match. On sait que voilà, son temps de jeu avait pas mal diminué. Là, on est sur depuis le All-Star Game, on est sur du 27 points de moyenne. C'est la sixième moyenne entre guillemets sur le All-Star Game. Et quand on prend, on va sur les un petit peu plus avancés. On est à 33% d'usage, donc c'est quand même un usage assez conséquent, et 57% de true shooting. On est au niveau de Luka Doncic et de Cade Cunningham sur la période. Donc qui sont pas forcément des références en termes d'efficacité, mais ce sont quand même des joueurs ça change ce sont des joueurs performants, et ça change du tout au tout du Ja Morant qui avait eu avant le All-Star Game. Et pire que ça, alors là c'est plutôt le côté on va dire visuel, vraiment c'est plus le même Ja Morant. En gros, depuis qu'il est revenu de sa blessure à l'épaule, c'est plus le même Ja Morant. Il y a le retour du swagger, vraiment le retour de la sauce. Voilà, il y a les célébrations de pistolero. Ouais. Les célébrations de pistolero. Voilà, les célébrations de pistolero. Morales. Exactement. Mais on revoit le même joueur, on voit le joueur qu'on avait vu l'année dernière ou il y a 2 ans. Là où c'était un début de saison où on avait un Ja Morant vraiment amorphe, quoi. Et donc tu penses que sur une match-up face aux Lakers par exemple ou face à Houston, ça peut passer? Oui, ça peut passer. Je pense qu'à partir du moment où, je pense que ce sont 3 joueurs que j'évalue beaucoup, le fameux trio. Et puis, faut retenir aussi que Memphis, cette saison, personne n'a joué plus de 32 minutes. Il y a personne qui joue plus de 32 minutes dans cette équipe. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va augmenter le nombre de minutes des meilleurs joueurs? Peut-être que ça aussi, ça va débloquer un plafond à cette équipe-là. Quand, par exemple, ton Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson, plutôt que jouer 31 minutes, 29 minutes et 29 minutes, ils vont jouer 38. Bah, c'est des minutes en moins pour des joueurs qui ont moins le niveau. C'est pas faux. Et du coup, ça te résout en partie la question des rotations dont on parlait plus tôt dans le podcast. Exact. Intéressant, Tom. Merci beaucoup pour cette analyse très, très fine des Memphis, ton équipe. J'espère honnêtement que ça passera un premier tour. Je sais pas si toi, tu l'espères ou pas. Mais j'espère que ça passera un premier tour. Je pense pas, mais je pense que c'est possible. Je pense pas que ça va. Je pense pas que. Enfin, c'est pas. Je pense que c'est possible, mais que ça ne va pas se réaliser. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment la chance sur un 14 milliards à la Doctor Strange. C'est ma référence sur cette série de podcasts. Merci beaucoup, Tom. On se retrouve très bientôt
N'hésitez pas évidemment à commenter, à engager la discussion sur YouTube notamment. N'hésitez pas à nous lâcher des pouces bleus. N'hésitez pas à nous envoyer des étoiles en fonction des plateformes que vous utilisez, des likes, etc. À relayer ces podcasts et à inviter vos potes à les écouter. Ça, notamment en disant que j'ai raconté n'importe quoi sur le sur le nouveau coach de Memphis. Et puis, à très bientôt. À très bientôt pour une prochaine preview pour cette série. Ils ne gagneront pas le titre NBA cette saison. Ciao. Salut.